à cette conférence. Donc aujourd'hui, on accueille Luigi Piccioni. Hem, merci beaucoup de votre présence, c'est un grand plaisir je vais le présenter brièvement et ensuite on entamera, le sujet du jour. Luigi, vous avez obtenu une licence de lettres à l'université de Rome. Ensuite, vous êtes passé par, l'Institut italien d'études historiques et vous vous êtes spécialisé, à l'École normale supérieure de Pise jusqu'en 1999, avec comme sujet de mémoire la spécialisation, hem, sur le premier mouvement italien pour la protection de la nature. Et aujourd'hui, vous êtes chercheur et maître de conférences à l'université de Calabre depuis 2000, où vous enseignez l'histoire et l'économie. Donc aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de venir d'Italie pour nous éclairer sur un sujet primordial quand on parle d'écologie et de politique, à l'heure de la montée des extrêmes droites en Europe et globalement dans le monde. Tout ça en parallèle avec l'urgence environnementale qui présente de plus en plus de signaux pessimistes et pourtant qui bénéficie d'une présence importante dans le champ politique. C'est même une des préoccupations principales chez les 18-25 ans, par exemple. Donc vous nous parlerez aujourd'hui de la relation qu'entretiennent les extrêmes droites avec le problème écologique en apportant des clés de compréhension historique et économique. On vous remercie encore chaleureusement et on vous laisse la parole. Merci. Je vous prie d'excuser mon français qui est très rudimentaire. Je ferai beaucoup d'erreurs, surtout parce que j'ai problème à choisir des mots et la conjugation des verbes au passé, c'est terrible pour moi. Mais j'espère de me faire entendre. Alors, je vous dis d'abord que cette communication je pense qu'elle est étroitement liée à la table ronde de jeudi sur les Green Backlash, sur les livres que Steve et d'autres collègues ont écrit sur les attaques à l'écologie des, les dernières décennies. Et parce que je parle d'attaque effectivement à l'environnementalisme, à l'environnement. Et l'intérêt pour le sujet s'est présenté il y a 25 ans. Euh, j'ai, à l'époque, j'ai collaboré jusqu'à sa mort avec un des pères de l'écologisme italienne qui était Giorgio Nebbia et qui avait créé une revue digitale qu'il existe toujours et qui je dirige. Et, et il était un personnage extraordinaire. Il était professeur universitaire, mais aussi parlementaire et journaliste. Et il s'intéressait euh, au négationnisme et au greenwashing aussi. Et à l'époque, en 2000-2001, nous avons aperçu qu'il y avait un groupe de chercheurs, de journalistes, de politiciens, un très petit groupe des négationnistes en Italie, qui s'étaient formés, qui s'étaient créés. Et nous étions très intéressés à les activités de ces petits groupes. Euh, il s'était contre les renouvelables, il niait la crise climatique, etc. Et il ne se déclarait effectivement d'extrême droit ou de droit, mais il y avait des journalistes qui avaient un parcours de droite catholique. Et dans les années successives, ces petits groupes qui existent encore aujourd'hui a reçu des soutiens des gouvernements de droite en Italie. Et alors, nous avons réfléchi beaucoup, nous avons projeté de faire des publications, quelque chose sur
sur les sujets, mais ne jamais réussi à faire ça. Mais Giorgio est mort en 2019 et j'ai commencé à élaborer, à travailler sur tous la grande quantité des documents, des matériaux que je vais recueillis pendant 20 ans, seulement 2023-24. Après la lecture, je me suis, j'ai compris qu'il avait un intérêt très fort sur le sujet. D'un côté, par des groupes de recherche internationaux qui ont commencé à travailler sur le sujet autour de 2019. Il y a ces groupes, ces gens qui sont euh, autour de Bernard Faulkner, mais il y a toujours ce collectif qui s'appelle le Zetkin Collective, qui est un collectif international des jeunes chercheurs, conduit par Andreas Malm, qui probablement vous le connaissez, un chercheur suédois très célèbre, et qui ont commencé à étudier en détail les relations entre l'extrême droite américaine, sud-américaine, européenne, et dans leur cas, avec la crise climatique. D'un autre côté, il y a eu un intérêt par disons, pour les maisons d'édition, pour les journaux, pour l'écofascisme. La recherche ces groupes de recherche est plus large parce qu'ils s'intéressent à toutes les relations entre les, 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 les droites extrêmes et l'environnement. Lorsqu'au contraire, cet intérêt des maisons d'édition, des journaux, c'est sur les écofascistes. Parce que les sujets plus intéressants, plus spectaculaires, disons. Et j'ai lu surtout 2 livres qui ont frappé. Et le premier est White Skin, Black Fuel, qui a été publié en français. Le livre a été écrit en anglais, mais la première édition a été en français et s'appelle Fascisme fossile. Et je parlerai de ce livre. Et l'autre livre que j'ai lu, il y a 4 ans, 3-4 ans, est La tentation écofasciste de Pierre Madeleine. Et après, en Italie, une maison d'édition très prestigieuse, très importante, qui est Einaudi, probablement la plus célèbre, la plus importante d'Italie, a publié un livre très petit d'un journaliste, toujours sur les écofascismes et les écofascistes. Et à ce moment-là, j'ai compris que pour le public italien, peut présenter un problème de confusion parce que dans cette situation, le public italien peut croire que le problème de la relation entre les extrêmes droits, les droites extrêmes et l'environnement, c'est un problème d'écofascisme. Mais n'est pas comme ça. Et alors, j'ai commencé à penser, j'ai fait un séminaire à Pise, dans la ville où j'habite, en essayant d'éclaircir les termes de la problématique, à donner un encadrement à la thématique plus précis, plus correct. Et j'ai fait ces conférences, j'ai synthétisé les contenus de ces conférences dans 3 articles dans cette revue digitale. Et maintenant, je prépare un livre
qui n'est pas un livre de recherche, mais surtout un livre de réflexion et d'encadrement du sujet. Pour le public italien, parce qu'en Italie, il n'y a pas de débat sur ce problème qui est un problème politique énorme, pas seulement scientifique, mais surtout politique. Et alors, je vais tout d'abord poser les problèmes et les termes des problèmes, qui sont deux termes. Le premier terme est les droites extrêmes, qui est un problème, qui est la définition des droites extrêmes n'est pas très difficile. Je fais des simplifications terribles, hein, je le dis. Et les droites extrêmes, la définition des droites extrêmes n'est pas un grand problème. On peut parler d'une multitude de cultures très larges, très différenciées, mais qui ont quelques dénominateurs communs. Tous les extrêmes qui se définissent fascistes ou nazistes ou non, ou qui se définissent d'autres manières, sont nationalistes, sont racistes ou xénophobes, ont le culte de la force, de la violence, sont autoritaires, ils sont hostiles aux institutions libérales démocrates. Ils sont, la plupart des fois, sont populistes et ils ont un culte de la tradition. Je il faudrait expliquer chaque terme, mais je vais plus de croire qui sont les termes fondamentaux pour comprendre qu'est-ce que sont les droites extrêmes. Je ne parle pas des droites extrêmes et environnement, ni des crises climatiques, mais je parle de questions environnementales, et qui est une expression un peu plus unusuelle, un peu plus rare. En Italie, il y a une œuvre très célèbre d'Antonio Gramsci, le philosophe et le dirigeant communiste qui est mort en prison sur le fascisme, qui s'appelle La questione meridionale, la problématique du midi de l'Italie. Alors, pour les intellectuels italiens, le mot questione est un mot très utilisé pour définir une problématique qui regarde un certain sujet. Et j'utilise ces mots, la question environnementale, qui est une expression qui inclut, qui comprend trois dimensions. La manière dont on apprend de la crise environnementale en elle-même. La manière dont on apprend l'environnementalisme, c'est-à-dire les sujets environnementalistes, les acteurs, mais aussi la culture environnementaliste. Et la troisième dimension, c'est la manière dont on apprend les politiques environnementales, c'est-à-dire ce qu'on fait concrètement, pour résoudre les dégâts à l'environnement. Et en fait, j'ai choisi de parler des questions environnementales parce que les droites extrêmes ne se limitent jamais à contraster ou à considérer un seul de ces aspects. Ils les présentent, ils les traitent toujours, tous les trois, simultanément. Et j'ai essayé de vous les montrer. Alors, ces problèmes, ces sujets des rapports, des relations entre les droites extrêmes et l'environnement n'est pas nouveau. Il y a eu, on les verra, un débat très fort, très grand depuis 1985.
mais et il y a aujourd'hui un débat international très fort, mais les relations entre droite extrême et environnement ont eu un précédent important dans les années 30 du XXe siècle. Parce que le nazisme a approuvé une loi de protection de la nature très importante. Et à l'intérieur du nazisme, il y avait des dirigeants qui étaient influencés, par exemple, de Steiner et de l'agriculture biodynamique, par exemple. Alors, et on le savait qu'il y avait cette côté, disons, environnementaliste du nazisme. Au contraire, en Italie, le fascisme n'a pas eu absolument des relations avec la protection de l'environnement, le respect de l'environnement. Et, et le problème est que entre 1985 et 1992 ont été publiés 2 livres qui ont déclenché un débat formidable sur les relations entre le nazisme et l'écologie. Le premier livre est écrit par une historienne qui n'a pas enseigné à l'université, a été dans sa vie un fonctionnaire de l'Union européenne qui s'appelle, elle a un personnage très mystérieux, on ne sait pas où est, mais je pense qu'elle est vive, qui s'appelle Anna Bramwell et qui a écrit ces livres dont le titre est Blood and Soil, Walter Dalré and Hitler's Green Party, le parti vert dans le régime de Hitler. Et l'autre livre a été publié par un personnage beaucoup plus célèbre, beaucoup plus présent dans la vie politique, dans la vie intellectuelle française, qui s'appelle Luc Ferry. Et le titre est Le Nouvel Ordre écologique, 1992. Bien, les 2 livres totalement différents parce que le premier était un livre de recherche d'histoire, le second était un pamphlet, avaient le même thème, le même avancé un argument et qui était une double équation. Il cherchait à démontrer que le nazisme avait été écolo, avait été écologiste, fortement écologiste, structurellement écologiste et par conséquent, les écologistes actuels sont au fond nazistes. Je le dis très simplement, mais c'est exactement la double équation qui fondait ces 2 livres. Soit Anna Bramwell, soit Luc Ferry étaient des conservateurs, étaient des gens des droites néolibéristes, libérales, pas des fascistes, pas d'extrême droite, mais des conservateurs néolibéristes. Et ils s'accusaient les mouvements, ils profitaient des effets de l'écologisme du nazisme pour dire que le mouvement vert était contre la modernité, était autoritaire, etc. Alors, les 2 termes de l'équation étaient clairement fausses, n'étaient pas vrais. Mais il y a eu un débat très fort jusqu'à 2010 pour démontrer que les premiers termes de l'équation étaient fausses.
il y a eu beaucoup d'historiennes de l'écologie, d'historiennes du nazisme, qui ont démontré très clairement que le nazisme n'a pas été vert, que les groupes des gens qui à l'intérieur du nazisme, les très petits groupes qui avaient été influencés par Steiner, par l'agriculture biodynamique, étaient minoritaires et en réalité ininfluents, mais surtout que toute la politique du nazisme était des hyper-exploitations de la nature. L'utilisation de la technique, les projets des guerres qui fondaient le nazisme étaient basés sur une hyper-exploitation de la nature et qu'il n'y avait pas d'écologie dans le sens moderne du terme dans le nazisme. Deux exemples importants d'études bien, par exemple, par l'historien allemand Frank Hueketer, qui a publié en 2005, 2005-2006, The Green and the Brown, A History of Conservation in Nazi Germany, qui démontre l'effet que, en effet, le nazisme n'était absolument écologiste. Mais il y a en France un spécialiste de l'histoire de l'Allemagne naziste qui a démontré absolument les mêmes choses. Le problème est que surtout le livre d'Anna Bramwell a été beaucoup lu, a été beaucoup utilisé, et il y a quelqu'un toujours qui répète les premiers termes de l'équation de Bramwell, c'est-à-dire que le nazisme a été... il y a un fil noir, un fil rouge, quelque chose qui continue dans l'histoire de l'environnementalisme, qui part d'Haeckel dans le 19e siècle, et qui passe par Hitler et qui arrive aujourd'hui. Mais, et et un livre très récent, 2024, qui reprend cette thématique, c'est Ecofascisti de Francesca Santolini, parce qu'elle est une journaliste et il n'y a pas en connaissance de la littérature, et elle répète, ah voilà, les nazistes, etc. Au contraire, Pierre Madeleine, qui est un philosophe qui connaît très bien l'écologisme américain et français, et, ils disent dans son livre sur la tentation écofasciste, ils disent clairement les nazis n'étaient pas écologistes, les fascismes italiens n'avaient aucune relation avec la protection de la nature, ni la France de Vichy. Madeleine a étudié bien, a compris quels sont les termes de la question. Voilà. Et je veux introduire une autre distinction très importante entre les écofascismes et celles que j'appelle les droites extrêmes mainstream. Je n'ai pas un terme italien ni français pour substituer mainstream. Mainstream, c'est la chose la meilleure que j'ai trouvée et je l'utilise. Je ne suis pas passionné par l'anglicisme, mais mainstream, ça marche très bien. Et est fondamental distinguer écofascisme et droite extrême mainstream. Les écofascismes sont des individus. Attention, ces livres sur l'écofascisme partent presque toujours des massacres qui ont été menés par des Américains ou des Australiennes
qui étaient écofascistes et qui ont tué beaucoup de personnes. Je me rappelle s'il y avait en 2018, 19, quelque chose comme ça, en Amérique et en Australie. Et ils peuvent être aussi des individus isolés. Alors, des individus, des mouvements et des courants intellectuels d'inspiration naziste ou fasciste qui se déclarent nazistes ou fascistes, qui accueillent des thématiques et des objectifs environnementalistes, embrassent l'environnementalisme. Les thèmes, c'est très fascinant, très complexe. Les livres de Madeleine, c'est très intéressant. Et une galaxie très complexe, extrêmement intéressant, mais toujours minoritaire. Ces groupes, ces individus sont vraiment minoritaires et en influent dans les débats publics et dans la vie politique. Alors, il y a un intérêt intellectuel très, très grand, mais du point de vue politique, l'intérêt est presque zéro. Au contraire, les droites extrêmes mainstream sont les mouvements, sont les courants intellectuels, les organisations politiques des droites extrêmes, se déclarant au moins fascistes ou nazistes, qui sont présents dans les mass médias, qui sont présents dans les parlements et dans les gouvernements. La pourcentage la plus grande des droites extrêmes. Alors, l'hypothèse de travail est que ces deux réalités sont toujours bien séparées et qui ne se touchent presque jamais. Presque jamais. Et que la chose, le phénomène plus important à étudier, c'est la relation entre droite extrême, mainstream et questions environnementales. Et c'est politiquement beaucoup plus important. Et il ne faut c'est fasciné par l'écofascisme. C'est intéressant, mais n'est pas politiquement important. C'est le problème. Alors, on pourrait dire que ce que je viens de dire est partiellement vrai parce que exactement en France, il y a un cas d'un parti mainstream, vraiment mainstream, qui est le Rassemblement national, surtout de Marine Le Pen, qui exactement à partir de 2011, à partir du moment quand Marine Le Pen est devenue le chef du Front National, du Rassemblement National, il a eu une ouverture à l'environnement et le Rassemblement national a utilisé des gens qui venaient de l'écofascisme, qui venaient de le groupe des Benoît qui s'appelle la Nouvelle Droite, qui viennent de la Nouvelle Droite. Alors, tu nous as dit que se sont totalement séparés. Alors, Marine Le Pen et la Nouvelle Droite, comment ça marche? Alors, je crois que lorsqu'on fait ce type de réflexion, de recherche, il faut faire une autre distinction, distinguer et mettre en relation quatre choses. Les visions, un moment, je veux dire, les visions, c'est-à-dire des organisations politiques, c'est-à-dire c'est que cette organisation, ce mouvement, effectivement pense. Les rhétoriques, c'est-à-dire ce qu'ils disent. Leur programme, c'est-à-dire ce qu'ils se proposent de faire concrètement, et les politiques, c'est-à-dire ce que
ces organisations, effectivement, font elles sont dans les parlements, quand elles gouvernent les communautés, les nations. Et si on est capable de distinguer et de voir quelles sont les relations entre ces quatre dimensions, on s'aperçoit que, par exemple, les rassemblements nationaux fait du greenwashing. Et j'ai trouvé récemment une démonstration formidable, une source formidable pour démontrer ça. Cet instrument, c'est une base de données qui est préparée par un think tank qui s'appelle Climate Action Network, qui a préparé un rapport pour des associations écologistes. Ils ont étudié toutes les votations au Parlement européen de 2019 à 2024. Ce sont des centaines de votations et ils sont observés à travers les résultats de cette base de données, comment se sont comportés les 207 partis qui étaient présents dans le Parlement européen entre 2019 et 2024. Il y avait 207 partis regroupés en sept groupes parlementaires. Alors, les 7 groupes parlementaires sont les Verts, la gauche, les social-démocrates, ces groupes qui s'appellent Renew Europe, qui sont un groupe des centres, des partis des centres. Un autre groupe, c'est des partis populaires européens, qui sont des partis libéral-démocrates des centres-droite. Et à la fin, il y a 2 groupes d'extrême droite qui étaient les conservateurs et réformistes européens et Identité et démocratie. Ces 2 groupes sont changés aujourd'hui dans les parlements actuels. Ils sont changés de nom, il y a eu des changements. Mais les Climate Action Network a classifié les 7 groupes en leur donnant une score, un vote, il y a une classification. Ils ont donné des points de 0 à 100 pour définir leur degré d'environnementalité. En votation générale, en votation spécifique sur le climat, sur la nature, sur la protection de la nature et sur les pollutions. Les votations qui regardent le climat, la protection de la nature et les pollutions. Et ce sont les résultats pour les 7 groupes. Et naturellement, les Verts qui ne sont exactement ni de gauche, ni de centre, ni de droite, mais ils ont eu la votation la plus positive parce qu'ils ont voté presque les lois en faveur contre le réchauffement climatique, pour la protection de la nature et contre la pollution. La gauche a voté plutôt bien. Les Climate Action Network a regroupé ces 7 groupes en très macro-groupes et il a défini les protecteurs de la nature, s'entend, les procrastinateurs, je ne sais pas si en français il existe ce terme, et les penseurs préhistoriques. Alors, vous voyez que les Verts
la gauche et les social-démocrates appartiennent tous les trois aux protecteurs, avec euh, non, je n'ai pas le mot, des points décroissants des Verts jusqu'à aux social-démocrates. Renew Europe, les partis de centre libéral, c'est dans le groupe des procrastinateurs. Et si on descend vers l'extrême droit, il y a des scores, je ne sais pas, des très bas, vraiment très bas. Et si on va plus au fond, si on regarde quels sont les derniers 17, me semble, de la classifique des partis, pas des grands groupes, mais les partis nationaux, alors vous voyez que tous les partis qui sont au fond de la classifique sont tous d'extrême droite. Et le Rassemblement national est ici. Sur 207 partis nationaux présents dans les parlements européens, le Rassemblement national est à 199e place. Voilà. Alors, là, comment on s'appelle l'écologie patriote. C'est absolument, c'est clairement des greenwashing. Alors, ce qu'on s'aperçoit est que la position, l'aptitude des droites extrêmes est une position régulièrement anti-environnementaliste. C'est-à-dire des négations de la crise environnementale, c'est-à-dire des hostilités et des conflits avec les environnementalistes et des absences de politiques environnementales et le plus souvent des abandon des destructions des politiques environnementales existantes, ce qui se passe aujourd'hui systématiquement. Et alors, j'ai oublié une chose, les livres du collectif Zetkin se posent une question qui est la même que je me pose, mais je l'ai un peu modifiée. Les Zetkin Collective se posent la question qu'est-ce qu'il passe lorsque deux phénomènes qui croissent rapidement, comme la force des extrêmes droits et la crise climatique, se rencontrent? C'est la question qui se pose les Zetkin Collective. Fascisme fossile, les livres du Zetkin Collective est sur la crise climatique. Et ma question est plus large. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ces deux phénomènes rencontrent la crise environnementale ou la question environnementale? Et alors, ce qu'il se passe est que la crise environnementale est niée, que l'environnementalisme est combattu, il s'oppose à l'environnementalisme, et les politiques environnementales sont abandonnées ou transcurées. Alors, à ce point, je me pose une question qui les Zetkin Collective s'est posée. Quels sont les raisins
quels facteurs peuvent expliquer l'anti-environnementalisme des droites extrêmes? Pourquoi ils sont anti-environnementalistes? Soit les Zetkin Collective, soit Madeleine, soit les chercheurs qui font part de ces groupes de recherche ont donné des réponses. Et alors, je suis d'accord avec eux sur certains aspects. Je crois qu'ils ont raison à souligner certains éléments. Je ne suis pas trop d'accord sur un aspect et je souligne d'autres choses. Et j'ai individué 7 facteurs importants. Les facteurs qui je ne trouve pas très pertinents, c'est la relation entre l'environnement, entre la crise environnementale et le racisme. Soit Madeleine pour les écofascistes, soit le Zetkin Collective pour les fascismes fossiles soulignent beaucoup qu'il y a un rapport, une relation très forte entre leur racisme et la crise climatique, la crise environnementale. Je ne crois pas. Parce que toutes les argumentations sur cette relation sont un peu faibles. Il y a des argumentations, mais sont a posteriori, bien après. Je crois qu'il y a des raisons beaucoup plus importantes. Et j'ai fait seulement, je dis quelque chose sur cette relation, sur cette racine, parce que je travaille maintenant sur ces racines et il faut étudier beaucoup parce qu'ils sont très différents et ils sont parfois difficiles à saisir. Alors, je vous fais cette liste très rapidement. Alors, la première racine qui est fortement et très bien soulignée par les Zetkin Collective, c'est la relation historique et organique avec le capital, avec les entreprises, avec la finance. Le fascisme et le nazisme étaient des mouvements populistes qui sédissait en certaines mesures socialistes. Les nazismes, c'est les non-nazismes, c'est national-socialisme. Mussolini était le chef du Parti socialiste avant la Première Guerre mondiale. Alors, dans une société de masse, il faisait se référer au socialisme, il faisait combattre le socialisme sur son plan, sur son terrain. Mais en réalité, soit le fascisme italien, soit le nazisme ont été étroitement liés au grand capital. Et les êtres collectifs soulignent magnifiquement les liens qu'il y a entre une administration d'extrême droite qui est la plus importante aujourd'hui, qui est l'administration américaine de Donald Trump, et les industries et la finance liées aux sources fossiles. Ce sont des pages très belles, très claires. Et alors, l'environnementalisme est un mouvement des limites. Il faut limiter l'impact des activités humaines sur les cycles naturels, sur la nature. Mais le capital en soi-même est totalement n'a pas de limite. À la base de fonctionnement du capital, il y a des idées qui ils ne peuvent exister des limites. La croissance
de la rente, la croissance des profits, la croissance de la production en soi-même doit être illimitée. Et Giorgio Nebbia disait que l'environnementalisme, c'est intrinsèquement, c'est organiquement subversif, parce que c'est un mouvement des limites. Et, et alors, c'est la première racine. Le lien des droites extrêmes avec les capitales est l'une des raisons de leur hostilité à l'environnementalisme, aux idées et aux projets et au programme des environnementalistes. Je le dis très simplement, mais c'est un élément fondamental et je vous prie de lire les chapitres de fascisme fossile qui sont dédiés à la relation entre les droites extrêmes américaines et l'industrie soit des producteurs de pétrole, des charbons, mais aussi de toutes l'industrie qui sont liées étroitement à sources fossiles. Si cette relation était vraie à l'époque des fascismes historiques de Mussolini et de Hitler, aujourd'hui est encore plus fort parce que se nourrissent de l'idéologie de la culture néolibériste. Tous les droites extrêmes sont populistes. La plupart des droites extrêmes sont populistes, mais sont en même temps néolibéristes. Et je n'ai jamais vu une partie des droites extrêmes qui est favorable à politique de type keynésienne. Aujourd'hui, la plupart de ces partis sont pour la priorité à l'activité privée, pour la diminution de l'intervention étatique sur l'économie, etc. Et le néolibéralisme n'existait pas dans la première moitié du XXe siècle. Le néolibéralisme s'est affirmé à partir de 1970. Probablement, vous savez beaucoup de choses sur le néolibéralisme. J'utilise toujours cet livre qui est un peu simple, mais c'est très beau, très important, de David Harvey, la brève histoire du néolibéralisme. Je ne sais pas si elle a été traduite en français. C'est un manuel absolument clair sur les caractères et l'histoire de la montée néolibériste à partir des années 70. Et cet élément de culture économique et de culture politique qui est, le néolibéralisme renforce cette liaison entre les droites extrêmes et les capitales, disons. Alors, si il y a beaucoup de gens qui luttent contre le néolibéralisme, qui considèrent que le néolibéralisme fait beaucoup de dégâts et que le néolibéralisme est à la source de la croissance des inégalités dans le monde, etc. Il y a une culture qui fait à peu près l'unanimité, qui est en Italie, nous l'appelons le sviluppismo. J'ai trouvé qu'en France, il s'appelle le croissantisme, l'idéologie de la croissance. Le fait qu'il est toujours absolument nécessaire et positive la croissance économique, la croissance quantitative. Et là, les gens qui sont contraires à la croissance sont très peu. Tout le monde de la décroissance, c'est un monde très petit partout. Et, et les droites extrêmes sont
toujours croissantistes, mainstream. Je parle toujours des droites extrêmes mainstream, sont croissantistes. Parce qu'ils aiment l'industrie, ils aiment la croissance des consommations, mais pour une autre raison qui est la quatrième. Pierre Madeleine explique bien ça. Pour les droites extrêmes qui sont nationalistes, est absolument stratégique la puissance nationale. Les les droites extrêmes sont toujours nationalistes. Leur imaginaire, leur vision du monde, c'est une vision des luttes entre nations. Et il faut que la nation est puissant économiquement, est puissant militairement. Et alors, si on arrête la croissance économique, si on décroisse, on devient plus faible. Et ce n'est pas possible. C'est dangereux. C'est contraire à l'éthique nationaliste. Je le dis très brutalement, très simplement, mais je crois que c'est un élément très important. Et passons à les derniers trois éléments qui sont les plus délicats, qui sont les plus difficiles à saisir. Et il faut faire beaucoup de recherches, il faut lire beaucoup de choses, il faut réfléchir à comment encadrer ces trois éléments, mais je crois qu'ils sont très importants tous les trois. Alors, dans la mentalité, dans la culture des droites extrêmes, il y a un fond très important de machisme, des considération de la supériorité du masculin. Parce que ce sont des cultures de la force, des cultures de... le mot violence est un peu trop fort, mais dans certaines façons, nous pouvons dire que nous pouvons parler de violence. Et la force et la violence sont masculins. Essentiellement, dans leur imaginaire. Ce n'est pas seulement déductif, mais il y a des études, euh, je le savais déjà, mais récemment a été fait des études sociologiques sur le fait que les valeurs liées à l'écologisme, pour ceux qui regardent la consommation, le végétarianisme, le véganisme, pour ceux qui regardent les styles de vie, les comportements quotidiens, sont souvent associés au féminin et sont méprisés par de la société. Il y a des méprises, par exemple, il faut le dire, de part des classes ouvrières. Ils m'ont dit, par exemple, il y a beaucoup d'années qu'il y a un historien, un très, très bon historien anglais, l'un des plus importants historiens de l'environnement, qui venait d'une famille d'ouvriers. Et dans son milieu, il disait que tout va faire, l'environnement, ce sont choses de femmes. Mais il y a toutes ces études qui disent et qui individuent ce lien entre euh, euh, les cultures environnementalistes et les féminines. Et alors, il y a cette... ah, c'est pas seulement ça. Il y a aussi cette discussion qui est plutôt ancienne, qui vient
d'un livre très célèbre de Caroline Merchant, de 1980, qui s'appelle, il a été aussi sûrement traduit en français, je pense, La meurtre de la nature. Et Caroline Merchant est aujourd'hui une des plus importantes historiennes de l'environnement au monde, je peux dire. Et ce livre, son premier livre était une étude magistrale sur la considération de l'Occident sur l'image de la nature. Et elle a démontré, elle a été critiquée, mais je pense que l'argumentation, c'est toujours fonctionne, que l'Occident est passé d'une vision de la nature organique féminine à une vision de la nature mécanique et beaucoup plus masculine. C'est La meurtre de la nature, et c'est un classique de la littérature environnementaliste. Et Caroline Merchant a lié cette transformation de la culture occidentale dans une culture qui voyait dans la nature un élément féminin à la nature il était nécessaire de respecter à quelque chose de mécanique qu'il faut dominer. Il a lié cette passage à la domination de la nature par la civilisation occidentale à la domination de la femme par l'homme. Il y a cette relation très importante. Et je crois qu'il y a là une vérité importante et qui est patrimoine d'un droite qui est machiste. Il y a une autre racine qui est... J'ai trouvé des difficultés à traduire en français cette expression, et une phobie antiprogressiste. Alors, je veux dire que les extrêmes droits, les fascistes, les nazistes, mais aussi tous les extrêmes droits, considèrent les progressistes comme des menaces à la puissance nationale, mais aussi à la morale de la nation. Ce sont des dangereux parce qu'ils sont porteurs des valeurs qui sont antinationales, qui sont contre les valeurs traditionnelles. Et il y a des textes formidables sur l'argument. Mais l'effet est que dans le progressisme, il y a un bloc de sujets. Il y a les féministes, il y a les environnementalistes, il y a les mouvements LGBT, il y a le progressisme, c'est-à-dire les gens de gauche. Mais il y a cette identification entre le progressisme et ces groupes d'intérêts particuliers. Les féministes, les écologistes sont des menaces à la pureté nationale. Ça peut sembler un peu fort, un peu étrange, mais il y a des exemples formidables de cette phobie, de cette obsession contre ces groupes. Et je vais faire seulement deux exemples récents. Et c'est dommage que je ne peux pas parler diffusement de ça. Le premier, un livre qui a été publié en 2023 en Italie. L'auteur est un général de l'armée qui maintenant n'est plus de général de l'armée, qui a écrit ses livres autoproduits. Il a publié digitalement dans Internet et il a vendu en quantité énorme de copies. Les titres des livres est Le monde au contraire. Et c'est une description de tout ce qui fonctionne au contraire
à la normalité, il y a ce que doit être normalement. Et tu sais que dans le monde va au contraire. Et ils disent, c'est un livre très grand, mais ils disent que l'Italie et le monde se ruinent parce qu'ils sont dominés par certaines catégories de fanatiques idéologisés, totalement hors de la réalité, qui sont les féministes, qui sont les écologistes, qui sont les progressistes, etc. Et ce livre est euh, euh, construit sur la base des thèmes qui viennent de l'Amérique et qui sont très diffusés à l'intérieur de la droite extrême. Ce général a été élu il y a 2 ans, l'année euh, depuis la publication du livre, il a été élu au Parlement européen avec la Lega. Et maintenant, il est en train de former un parti son parti d'extrême droite. Mais vous disiez, bah, bien, il y a un général italien, c'est un personnage un peu. Mais euh, il y a un autre document, il y a beaucoup de documents, j'ai cité seulement ces deux parce que je le trouve très emblématique. Un document énormément important qui s'appelle le Project 2025. C'est un livre de 900 pages qui a été écrit par un think tank des États-Unis et américain qui s'appelle The Heritage Foundation, un think tank très, très important, très célèbre d'extrême droite. Et les programmes des gouvernements du deuxième mandat de Trump. Trump il essaie d'appliquer les contenus de ces livres. Les livres ont été écrits pour dire à Trump quoi faire après son seconde élection. Et Trump, il fait ce qu'on a dit dans ce livre. Et dans le livre, il y a beaucoup des, des phrases qui sont les mêmes du général Van Natch. Ils disent, par exemple, l'environnementalisme n'est pas une cause politique, mais une pseudo-religion finalisée à obscurer la recherche du pouvoir absolu de la gauche. Dans son essence, l'extrémisme environnementaliste est anti-humain. Ils veulent limiter les naissances et faire régrédir l'économie. Et ce sont des menaces euh, à la survivance de l'humanité. Ça est écrit dans un document qui inspire le gouvernement du plus grand pays du monde aujourd'hui. Alors, dans l'univers mental des droites extrêmes, l'environnementalisme et les environnementalismes sont, avec les progressismes, les féminismes, les mondes LGBT, une menace mortale pour le bien-être, mais pour sa santé morale. Et c'est très présent dans la culture des droites extrêmes. Et il y a la dernière racine qui est la plus nébuleuse, ben, je veux le dire. Euh, c'est la post-vérité. C'est l'effet que dans les dernières décennies, les technologies de communication horizontales, les technologies de communication diffuses comme les télévisions locaux et surtout les Internet et les sociaux, les socials, Facebook, etc.,
Et beaucoup de phénomènes de disgrégation sociaux, les triomphes du néolibéralisme, etc., et la crise économique de 2008-2009 sont des phénomènes qui ont déterminé une crise de légitimation des sources d'informations et des vérités traditionnelles, c'est-à-dire l'Église, l'université, l'école, les journaux, les télévisions nationales, etc. Et il se crée des bulles, des îlots d'information, des créations de valeurs euh, qui peuvent être très grands, absolument énormes, mais totalement autoréférentiel, n'ont pas de relation avec d'autres sources des débats et d'autres sources d'informations. Et ce sont des îlots où la vérité est un mot très grand, mais la, la vérité fondée sur la confrontation systématique des affirmations avec la réalité est totalement disparue. Et les droites extrêmes utilisent les régimes de post-vérité massivement et elle est traversée par cette construction d'affirmations, de cultures qui n'ont pas plus une relation forte avec la réalité, les débats publics. Et c'est un élément, une racine. Et une conséquence importante de cette racine, que je vous ai dit très confusement, c'est le fait que la science est niée. Si dans les débats publics normaux, disons, s'il y a 10 000 climatologistes qui disent que le climat dans les derniers 20 ans, 30 ans, 50 ans s'est échauffé, il y a des grandes parties de la société qui se fondent sur cette bulle de post-vérité qui disent non, l'opinion des climatistes, c'est une opinion, c'est un complot, c'est quelque chose comme ça. Et la, la relation de l'environnementalisme avec la science, l'environnementalisme mainstream avec la science a été toujours très important parce que les dégâts à la nature ne sont pas toujours visibles et devient visible avec la recherche scientifique. Si on nie légitimité à la recherche scientifique, on peut nier la légitimité, on peut dire les écologistes, les environnementalistes sont des gens qui disent des choses qui sont fausses. Et, qui est une chose qui les droits chrétiens font systématiquement. Voilà. C'est mon modèle, ma construction que je cherche à détailler. Alors, pour finir, oui, 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 c'est la dernière page. Alors, la question était, qu'est-ce se passe-t-il lorsque la vague noire, les fascistes, rencontrent la question environnementale? Je pense qu'ici à Toulouse, le AT Coupole a beaucoup de réponses à la question, même meilleures que celles que je peux donner. Parce que nous sommes ici pour discuter. Pour ceux qui me regardent, la conclusion, c'est plutôt banal. Pour faire face à l'aggravation rapide des différents aspects de la crise environnementale, dont certains sont désormais sur le point de devenir irréversibles, il faut avoir une vision lucide de la réalité. Il faut disposer d'un vaste ensemble de connaissances très solides et il faut faire preuve de sens de responsabilité. Ce sont les conditions fondamentales pour faire face à la crise environnementale. Mais la montée de droite extrême s'accompagne au contraire de la propagation des éléments, des caractéristiques opposées, c'est-à-dire
en idéologie exacerbée, les rejets des connaissances scientifiques et un sens des responsabilités minimales, parfois une irresponsabilité totale. Je pense que Donald Trump, c'est l'exemple meilleur de cette approche. Et cela signifie que la montée de l'extrême droite contribuait à accélérer fortement les processus rapides de dégradation environnementale et les risques pour l'avenir. Il y a sûrement un problème, une menace pour la liberté, une menace pour la démocratie et les droits humains, sociaux et civils, mais aussi pour l'avenir de l'humanité. Et je suis convaincu que notre première tâche est de comprendre bien tout ça. Il ne faut pas se concentrer sur l'écofascisme, mais sur les mainstream et de les faire savoir, de les raconter. Voilà, c'est mon livre que j'espère je publierai en quelques mois. Merci. Merci beaucoup Luigi. On va procéder aux questions si vous en avez. J'ai totalement Allez-y. voilà. Il faut que tu parles très fort. OK. Vous avez plutôt parlé des textes à droite NIV et is it plus avec plus en et peut et latéral dans la ouais, là-dedans. Des groupes anti-écologistes ethno se volent à la Alors, technologie experts par anti-progrès, anti-technologie et veulent mais je pense qu'ils sont dans l'univers de l'écofascisme. Et il y a beaucoup de nuances dans les écofascismes. Il y a des gens qui s'opposent à la technologie. Par exemple, dans les, euh, dans l'extrême droite, par exemple, il y a toujours une nostalgie de la campagne, du monde rural, et qui est méfiant face à la vie urbaine et aux technologies, et fait partie de la tradition fasciste et est parfois disons, environnementaliste. Et comment ça s'appelle, l'écologie patriote est fondée surtout sur cette nostalgie rurale. Ils ne sont pas contre l'industrie. Euh, Ils ne, ils ne font rien contre la pollution, ils ne posent des limites, mais ils disent, voilà, nous sommes écologistes parce que nous défendons les paysages ruraux. Par exemple, il y a cet conflit qui est, pour moi, c'est plutôt étonnant. La plupart des droites extrêmes ont une obsession contre l'éolienne. Euh, et parce qu'il fait des dommages énormes à la vie rurale, aux paysages ruraux, et quelque chose qui est lié à cette tradition culturelle des fascismes, des extrêmes droits, mais qui est euh, une autre forme très ancienne de greenwashing. Les fascismes étaient ruralistes, mais en même temps créaient des ports chimiques énormes qui détruisaient la lagune de Venise.
C'est plutôt quelque chose qui cherche le consensus du monde rural, je pense. Et il y a là quelque chose des conflictuels contre la technologie moderne. Et, est présent dans ces petits groupes. Oui. Alors, Anna Bramwell a essayé de démontrer qu'à l'intérieur du régime naziste, il y avait ces écologistes qui étaient très puissants, qui n'étaient pas vrais. Et elle a cherché, mais aussi Luc Ferry a cherché de dire que il essayait de dire que au fond, le nazisme était écologiste, était antimoderne. Et l'équation dit les écologistes sont antitechnologiques, sont antimodernes, sont contre les Lumières. C'est l'argumentation de Ferry. Bramwell dit à peu près les mêmes choses. Et, vous savez, les deux livres ont été écrits dans une période de montée de l'écologisme. Ont été écrits. L'accident de Tchernobyl a été en 1986. Les écologistes étaient très forts, étaient une nouveauté dans les paysages politiques européens. Il y avait des partis écologistes qui devenaient importants en Italie, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout. Et il faisait démontrer que ces sujets n'étaient pas modernes, n'étaient pas dignes d'une société héritée de l'illuminisme. Il avait quelque chose d'obscur, de prémoderne, et il faisait refuser. C'est leur proposition, il faisait refuser leur dénonciation. La modernité, l'héritage des Lumières, c'est la technologie, c'est la croissance, et ces sujets, il faut il faut fermer, il faut arrêter ces sujets. C'est la logique de l'opération de Ferry et de Bramwell, qui était une opération politique. Mais il faut la comprendre dans dans les années 80, était situé dans ces moments-là. Eh ben, très fort, hurle. Euh, 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 il- ah. Oui, alors, c'est une bonne observation. Si je dois dire, j'ai fait une relation entre ta observation et la question de l'obsession de la phobie antiprogressiste. Parce que j'ai lu un article il y a 3 ou 4 jours sur The Guardian, le journal anglais,
écrit par un expert de populisme. Et il a écrit une chose qui m'a frappé parce qu'elle est évidente, mais je n'avais jamais pensé à ça. L'anti-élitisme du populisme n'est pas contre la richesse matérielle. C'est un anti-élitisme anti-intellectuel. Il fait une dissociation entre les deux choses. On peut les c'est quelque chose c'est je ne sais comment dire, mais on propose aux électeurs d'être contre les élites, mais en réalité, on dit des choses qui sont toujours seulement contre les élites intellectuelles et jamais contre les élites de la richesse, du capital. Et, les élites intellectuelles sont à identifier avec le progressisme. Ils sont cosmopolites, ils sont pour les homosexuels, ils sont pour le genre, etc. Et, et en effet, ce sont des choses qui vont ensemble. Alors, un des contenus du populisme, c'est le fait d'être contre des élites intellectuelles qui sont identifiées avec les progressistes, même s'ils ne sont pas progressistes, parce que être cosmopolite aujourd'hui ne signifie pas nécessairement être progressiste. Mais il y a ce mécanisme dans la rhétorique populiste. En effet, c'est vrai. Bien. Oui. Bon, c'est différent de ton boulot, extrême droite et passif. Est-ce que tu as été à taper et à appliquer un terme, notamment dans le terre par rapport au capitalisme, enquête de tête, quand tu n'avais pas peut-être à la fois le cul de Oui. Lorsque je parle de populisme, il y a là-dedans les cultes du chef. Mm, 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 mm. devant des actuellement d'autres techniques qui ont intérêt à comme toi, pendant que tu as des modèles et un pas mal. Voilà. Et il faut distinguer lorsqu'on fait politique et lorsqu'on fait la recherche, pour moi. Et je vais dire que j'utilise très volontiers les termes fascisme pour des raisons rhétoriques. Parce que la finalité des droites extrêmes, c'est toujours un régime qui ressemble beaucoup au fascisme historique. Nous parlons aujourd'hui de Giorgia Meloni, qui ne semble pas être si extrême, mais je dis, je suis sûr, elle va bâtir une société, des institutions qui ne sont pas loin du fascisme historique. Son programme va dans cette direction. Et dans les débats publics, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de fascisme. Par exemple, il y a une historienne qui j'aime beaucoup, qui s'appelle Enzo Traverso, qui a enseigné en France et aujourd'hui en Amérique. Il est italien.
qu'il parle de post-fascisme pour définir, mais je pense qu'ils ne sont ils sont post-fascistes, ils sont fascistes, et politiquement. Mais d'un autre côté, lorsqu'on fait de la recherche, lorsqu'on va distinguer mieux, il faut euh, être attentif à ce que ces sujets disent. Il y a beaucoup de ces sujets qui ne se définissent pas fascistes. Par exemple, en Italie. En Italie, le parti de Giorgia Meloni est un parti qui vient du fascisme. Ils ne, ils- ils ne peuvent dire nous sommes fascistes parce que la constitution italienne est antifasciste. Mais ils n'ont pas nié, jamais nié de venir d'une tradition fasciste. Mais au contraire, la Lega, qui est un parti d'extrême droite et sur certaines questions est plus extrémiste du parti de Giorgia Meloni, s'est défini antifasciste. Ils disent qu'ils sont contre le fascisme. Et alors, il faut distinguer. Pour moi, le terme extrême droite, c'est beaucoup plus prudent je crois qu'il est nécessaire d'utiliser ce terme englobant qui permet d'inclure toutes ces réalités. Je pense que scientifiquement, c'est la chose plus prudente. Mais lorsque je suis dans ma ville, je parle de fascisme sans problème. Voilà, c'est la première question. Vous avez d'autres questions? Hein? Ouais. Oui, un petit peu en réponse à votre réponse. Est-ce que, à force d'utiliser le mot fasciste, on peut pas, se faire accuser d'exagération ou peut-être de simplification des choses? Et est-ce qu'il faut pas être très prudent avec ce genre de terme, qui est un terme historique et qui a quand même des caractéristiques assez spéciales et ancrées dans une époque, lointaine? Oui, c'est vrai. Mais je distingue toujours les domaines scientifiques et les domaines politiques. Par exemple, je veux dire une chose absolument actuelle. Dimanche, en Italie, on vote sur un référendum sur la magistrature. Giorgia Meloni a proposé ce référendum sur des problématiques très techniques, sur des choses très subtiles et il cherche à expliquer à l'électorat qu'on vote sur des défauts de la loi, etc. Lorsqu'au contraire, est absolument clair que le problème, c'est de réduire les pouvoirs, l'indépendance de la magistrature. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas problème de dire que ce projet qui est à la base de ces référendums, c'est un problème fasciste. C'est une inspiration fasciste. Parce que, surtout en Italie, lorsqu'on dit ça, les gens comprennent immédiatement quel est le problème. Et la finalité de ce référendum est de créer des institutions qui n'ont pas la séparation des pouvoirs, qui est la base d'une société historiquement fasciste. Voilà.
Je n'ai pas entendu très bien, j'ai pris de reposer la demande, la question, Seb, Euh, parce que je l'ai en tête. À un autre niveau spatial. Oui, 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 bien sûr. C'est une base de données très large, très importante, très emblématique. Mais naturellement, la vie politique en Europe, il y a 207 partis dans le Parlement européen. Il y a des milliers et milliers d'administrations régionales, locaux en Europe. Et bien sûr, on peut trouver euh, des choses absolument différentes. Mais je pense qu'il est surtout important euh, euh, contrôler ce qui se passe à niveau national et européen, mais national. Et euh, il y a des cas euh, contradictoires, en effet, à niveau local. J'ai raconté ce matin à Steve un petit anecdote, un épisode qui s'est passé dans une ville de l'Italie centrale, parce que les cultures s'entrevêchent. Euh, les responsables de l'environnement de la région étaient de la Lega, qui est le parti des chasseurs et le parti le plus anti-environnementaliste qu'il y a dans le gouvernement. Et dans la Lega, ils veulent l'éradication du loup en Italie, qui est protégé aujourd'hui. Alors, c'est dans la ville, dans une ville de cette région, on a trouvé un loup dans un jardin de la ville qui s'était perdu. Les pauvres loups étaient dans le jardin. Et ils sont appelés les vétérinaires. Ils se sont dit, oh, ouais, on l'a. Et effectivement, ouais, un loup. Voilà. Alors, comment faire pour porter ces loups dans la forêt? Il y a des experts dans le parc national qui n'est pas très loin. Ah oui, ils ont appelé l'éthique qui m'a raconté l'épisode. Et les zoologues est venu a annoncé, a dit, je viens demain avec mon équipe, nous prenons le loup. Et lorsque les politiciens, les responsables régionaux de l'environnement ont été avertis de la venue du technicien, a dit, arrêtez tout, je viens là. Il s'est fait photographier avec les techniciens et les loups et a mis les photographies sur Facebook parce il a eu l'idée qu'il s'est fait photographier avec les loups étaient populaires. C'est quelque chose d'absolument drôle parce qu'il est contre les loups, mais il sait que s'il se fait photographier avec les loups, il gagne de popularité. Vous voyez qu'il y a toujours des contradictions et il faut saisir les phénomènes à grande échelle, mais lorsqu'il va sur le terrain, il y a des mondes incroyables. Mais il faut en même temps savoir qu'il faut se tenir à ce qu'on trouve sur le terrain, mais il faut aussi abstraire, il faut savoir qu'il y a des tendances générales qui sont prévalentes, qui sont importantes, je pense, quand même. Una lingua culturelle quelle moment c'est dans terre, c'est possible de distinguer était de plus de l'origine
dirais, des manœuvres, voilà, de ceux qui ont le programme et de ce qui était de théologie de ceux qui avaient en fait séparé un peu les fins et moyens. Et ce qui m'inspire pour ton interprétation, mais tu pas d'accord, hein, le moyen de la dépense capitalisme croissantisme par mène forcément à fascisme. Et qu'est-ce que l'analyse devenait, bah voilà, vous êtes pour fantastique, que ça mène automatiquement partout et l'école de transport, hein, bah, mène et que les intérêts des potes, des numbers, de textos, on va essayer de dépendre de l'intérêt et ça, bah, et que le reste, par exemple, la postérité, ce serait juste un moyen fictif de manipuler les passes. Pareil, peut-être même pour l'anti-intellectualisme. Voilà, est-ce qu'il y a moyen de te dire, est-ce qu'il y a une identité, une minorité d'acteurs politiques et les intérêts, et les chaque deux partagent la patente de valeurs et de règles. Et par contre, Je crois qu'il faut observer cas pour cas. Il faut voir sur le terrain. Par exemple, je pense, je crois que c'est très fort à dire, mais je crois que Trump, c'est les gens qui l'entourent, euh, croient réellement à ce qu'ils disent et qu'ils sont vraiment stupides, parfois. Non, 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 je crois qu'il... Et dans cette situation, est un peu difficile de voir quand, euh, quand il y a des instrumentales, quand il y a des fois. Il faut voir. euh, euh, Parce que parfois ils sont réellement convaincus et parfois ils suivent des intérêts et des projets très lucides. Mais ça dépend. Et on ne peut pas généraliser, je pense. Ce n'est pas plus prudent. étape de ta liberté Le racisme. et ton lien avec c'est-à-dire, pour moi, il y a pas mal d'inventé dans ces backlash, là. Euh, c'est que le modèle justement est pelé à quel point il y a le peuple, il n'y a pas, et pas, donc il y a forcément, c'est pas que le projet néolibéral en plus tard, dans les années 70, beaucoup de personnes pouvaient participer de l'utopie, c'est-à-dire en pensant que effectivement, de toujours ensemble, même si en fait, bon, on peut peut-être finir. Mais vous devez prétendre à Était, le néolibéralisme dans les années 70 était en promise. oui, c'est une promesse. Des promesses, oui. Ça a été vendu, oui. Bon, Oui, c'était venu comme... billage. Oui, oui. Voilà. Oui, oui, c'est même certains polos, hein. Oui, mais à un temps, c'est pas ça. Donc, je pense pour des, bon, les coups d'un peu les lobsters et des pénoras, ils vont très clairement te révéler à la théologie pour dire d'où les hommes blancs, alors, les natifs blancs, ils sont supérieurs et vous stagnez dessous. Windows est dès que les autres étaient. Et donc ça, c'était pas fondamentalement une base. Et là, que c'était au cœur de théologie.
point de vue pleine de programme et pas seulement de marxisme ou peut-être pour les peuples, peut-être pas social, et etc. Non, hein. Mais que là, peut-être, aurait vraiment dans des visibilités politiques et de synthétiser l'identité d'abord. Tout ça, je sais pas comment bien plus d'habitants ton Ghana et peut-être pour lui prendre en tête peut-être. Euh, mais voilà, tout ta parole aura bien peut-être. Euh, voilà. hum, La plupart des relations qui sont posées entre l'environnement, la crise environnementale et le racisme est que par exemple, Madeleine, on parle du fait qui, que les droites extrêmes disent que avec les écofascistes disent que s'il y a la crise environnementale, il y a des déplacements des gens et il faut combattre la crise climatique euh, pour éviter ce déplacement des populations, par exemple. Mais sont les écofascistes. Euh, d'un autre côté, je me rappelle bien quelles sont les argumentations du collectif Zetkin, mais hum, je pense qu'il y a une relation effective euh, entre les deux choses. Mm. Mais il faut admettre que la planète a des limites. Euh, alors, cette argumentation, on ne la fait pas mettre dans les programmes électoraux. C'est le problème. On le peut dire. Le peut dire masque ou TL, mais en partie, on peut dire, on ne peut pas dire nous voulons une société ségrégée parce que la ségrégation, parce que. Et alors, hmm, normalement, dans la rhétorique des droites extrêmes mainstream, ces argumentations ne sont pas posées, ne sont pas explicitées. Regard au fait que il y a des problèmes des races en relation à l'environnement, à la crise environnementale. Je trouve. Peut-être une dernière en tout cas. Il y a des valeurs qu'on pourrait peut-être essayer de mettre en commun entre les extrêmes droites et peut-être des partis écologistes. Moi, je pense par exemple à tout ce qui est valoriser l'agriculture française, la production locale, etc. Vous en avez déjà un peu parlé dans l'écologie rurale, dans la valorisation de l'écologie patriote. Mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire changer un petit peu cette vision de l'écologie de l'extrême droite et essayer peut-être de les ouvrir à des points d'entente avec des partis plus de gauche et plus écologistes? Répétez. Vous voulez, ouais, ouais. Oui, ah bah, Je pense les derniers mots. ouais. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver des valeurs communes entre les partis de gauche et écologistes et les partis d'extrême droite comme la production locale, des choses comme ça? Oui, il y a par exemple, les valeurs qui est posées qui est attribuée euh, effectivement à la vie locale, à kilomètre zéro, peuvent être des patrimoines de toutes les forces politiques, effectivement. Mm, mais personne peut nier l'importance Et il y a des groupes
il y a des groupes d'écologistes qui sont effectivement écologistes, qui ne sont d'extrême droite, mais qui font des, des raisonnements sur l'alimentation, par exemple, qui peuvent être un peu dangereux parce qu'ils disent alors il ne faut pas, il ne faut pas plus utiliser à l'échelle internationale des engrais chimiques qui ce sont des propositions. Georges Monbiot, l'écrivain anglais, a dit, voilà, nous avons un problème de pollution chimique, mais chimique, mais nous avons un problème oui, 7 milliards de personnes qu'il faut nourrir. Et alors, il faut trouver des solutions qui peuvent réduire la pollution, mais nourrir, permettre à toute la population du monde de ne pas mourir de faim. Mais alors, on ne peut pas dire halte au niveau planétaire à les engrais, à les engrais chimiques. Il faut trouver des moyens techniques pour supérer ces problèmes. Et, et c'est un autre cas des surpositions des problématiques et des positions dont on peut trouver des éléments en commun, des convergences entre des groupes de tous les types, pas seulement de gauche et de droite. Ça dépend. Un maire d'un petit village rural qui se base sur la production d'un produit de qualité et a l'intérêt à défendre un type de consommation de qualité, etc. Voilà. Je pense qu'un patrimoine, ce sont des valeurs, des patrimoines communs qui peuvent être très diffusés. Et où la convergence entre des groupes très différents ça peut produire, mais c'est naturel, c'est normal, je crois. Merci à vous de la patience.